Salut investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser un dossier qui m'a été demandé dans le canal Telegram. Vous pouvez le rejoindre via le lien en description de cette vidéo et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On commence tout de suite avec l'entreprise allemande Südzucker. Donc c'est un spécialiste de la production de sucre. On va regarder ce qui se passe au niveau du cours de l'action. On voit qu'on est en chute libre depuis le plus haut de 2023 à quasiment 17 €, donc on est bien tombé. Est-ce que c'est le moment de s'intéresser à cette action? On va regarder ça. Commençons par le chiffre d'affaires. En médiane, on est sur une stabilité du chiffre d'affaires, on est sur du 1% de croissance, donc il n'y a plus de croissance sur ce groupe-là. On a eu un bon rattrapage en 2022-2023. La croissance recommence à se normaliser en 2024 vers 8,5%. Donc ce qu'on voit en fait, c'est peut-être que le périmètre du groupe a changé, ou alors qu'il y a eu une forte inflation du sucre, et que du coup la croissance s'en est ressentie. Mais on a eu pas mal d'années de décroissance sur la période. Donc là, moi je suis pas un spécialiste du marché, si vous êtes intéressé par ce groupe, vous pouvez regarder ce qui se passe sur ce marché-là. Est-ce qu'il a changé de périmètre pour avoir une telle, ou changé d'activité pour avoir une telle croissance du chiffre d'affaires? C'est des questions auxquelles vous devez répondre en lisant les rapports financiers. En tout cas, nous on n'utilisera pas la croissance pour valoriser le groupe comme d'habitude, mais bon, voilà. On peut pas en dire grand-chose vu que ça décroît, ça croît fortement, c'est pas stable. On regarde les taux de marge. Le taux de marge brute est finalement assez stable, ça je sais pas si c'est un problème de Coifin, ces pics là, mais on va dire qu'en médiane on est sur du 33,5% de profit brut, de taux de marge brut. Actuellement on est sur du 31, donc on est plutôt stable sur ce taux de marge, et finalement on n'est pas tant impacté par la cyclicité du marché, j'ai l'impression. On voit que le taux de marge d'EBITDA est finalement proche de sa médiane, donc il est aussi très stable, on a une bonne maîtrise de l'efficience opérationnelle sur la période, on est à 9,22%, et le taux de marge net, lui par contre, il est assez faible, on est proche du seuil de rentabilité, à 3,5%, contre une médiane de 1,80%. Dans ce cas-là, quand on est sur des marchés, sur des activités qui ont des taux de marge faibles, pour voir si on est quand même correctement géré et qu'on va arriver à bien dégager des profits, il faut s'assurer qu'on a un taux de rotation de l'actif qui est quand même qui est stable ou en augmentation. Parce que s'il n'est pas en augmentation, stable ou en augmentation, ben on va pouvoir faire des pertes assez rapidement. On voit que ça s'améliore sur la période quand même. On était sur du 0,8. Là, on est en train d'améliorer la rotation de l'actif. Donc ça veut dire qu'on arrive à bien gérer les stocks pour vendre du sucre finalement. Donc ces stocks on les gère bien, on arrive à augmenter cette rotation du stock, donc on arrive à faire plus de chiffre d'affaires. Donc ça permet d'augmenter un petit peu les marges. Maintenant, si cette rotation d'actifs redescend, eh ben on va se rapprocher à nouveau du seuil de rentabilité et puis on va commencer à faire des pertes. Donc ça c'est quand même quelque chose à surveiller. On n'est pas sur un métier très qualitatif, c'est une commodité le sucre, donc là-dessus c'est pas sur le produit qu'on fait la différence, mais bien sur le management. On continue avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, donc ça c'est très bien. Bon, on a fait des pertes quand même sur cette période, donc c'est pas incroyable. Sur la période 2019-2023, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est à cause du marché du sucre en lui-même? Est-ce que c'est le management qui était mauvais et qui a fait des pertes? Est-ce qu'on a remplacé le management? En tout cas, c'était des pertes plutôt comptables, hein, c'était des dépréciations à mon avis, parce que on se retrouve bien avec des free cash flow qui sont en croissance. Et si on regarde, pourtant il n'y a pas eu de dépréciation significative. Donc ça, c'est quelque chose à clarifier. Pourquoi est-ce qu'on a fait des pertes sur la période? Et si on doit valoriser l'entreprise via les flux, on utilisera plutôt les free cash flow s'il n'y a pas de dette. Alors, on continue. Est-ce que la rentabilité opérationnelle est au rendez-vous? En médiane, c'est pas incroyable, on a 3,80%. Maintenant, on est sur un marché qui est en stagnation, hormis les fortes années de croissance, ce qui est un peu paradoxal. Mais on a réussi à améliorer la rentabilité opérationnelle jusqu'à aller à 12%. Donc ça, c'est très élevé. Et est-ce que c'était dû au fait que la matière première a bien augmenté, ou est-ce que c'était vraiment une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle et des opérations par le management? Ça c'est quelque chose à regarder dans les rapports financiers, à lire dans les rapports financiers. On se trouve actuellement sur un niveau de 8, mais est-ce qu'on va redescendre sur du 3,80? Est-ce que c'est un niveau qui est soutenable ou pas? Ça c'est quelque chose à clarifier également. À ce niveau-là, on n'est pas si mal, on peut s'autofinancer à 8, mais si on va commencer à redescendre, on pourra plus s'autofinancer. On est sur un marché mature. On ne devrait pas avoir trop de dettes parce qu'on n'a pas beaucoup de croissance pour la repayer.
pourtant il y a de la dette. On se trouve sur du 1,930 milliard d'euros de dette, ça représente un peu plus que 2 fois l'EBITDA, légèrement plus. Enfin, on est autour de 2 fois l'EBITDA, donc c'est un niveau qui est quand même soutenable. Maintenant, que propose le management pour faire baisser cette dette-là, et à quoi elle sert cette dette-là? Si c'est pour financer l'activité, bah c'est pas incroyable, parce qu'on est sur un marché qui est en stagnation. Ou alors peut-être qu'il a repris depuis quelques années ce marché, mais en tout cas, sur 10 ans, on était en stagnation. Donc ça, c'est quelque chose à clarifier. Il faudrait que le management baisse l'endettement. Sur les free cash flow, on est à 5 fois les free cash flow. Ça reste soutenable. Et, la trajectoire pour l'instant n'est pas vraiment encourageante. Est-ce qu'on est bien traité quand on est actionnaire de Suzuki? Alors, on regarde ce qui se passe en termes de dividendes, de rachat d'actions et de rendement de l'actionnaire. Alors, on a un dividende de 270 millions contre une market cap de 2 milliards 120. Donc ça fait quand même un dividende très élevé là. C'est plus de 10%. Bon, quand même ça. Alors ça représente que peut-être 2/3 des free cash flow, donc c'est quand même soutenable comme niveau de dividende. Est-ce qu'il va continuer à augmenter? Si on est sur une activité très mature, il n'y a pas de raison, on a de la place pour les free cash flow par rapport au free cash flow, surtout que là les free cash flow sont cycliquement bas apparemment, mais si on se met en médiane des free cash flow, on se retrouve plutôt, on se retrouve à 140 millions, mais il faut peut-être se mettre sur 5 ans. Ouais, non, on était sur des free cash flow très élevés en 2024, qui sont en train de rebaisser. Le dividende est élevé, mais par contre, si on se met en médiane, on peut se mettre en médiane 3 ans, la médiane est à 145 millions. Donc ce niveau de dividende-là n'est pas soutenable sur la longue durée, sauf si les free cash flow reviennent au niveau précédent de mai 2024, à 785 millions. Sinon, c'est pas soutenable. Donc le dividende devra baisser. À mon avis, ce qui est soutenable comme niveau de dividende, ça va être plutôt quelque chose comme 146 millions. Et encore, c'est plus élevé que la médiane des free cash flow. Donc, à mon avis, il faut pas compter sur un dividende qui va rester à ce niveau-là, ni même qui va rester à la moitié du niveau actuel. Donc, à creuser là-dessus, mais à mon avis, il faut s'attendre à 100 millions de dividendes et pas plus. Ce qui serait déjà très raisonnable à 5% de rendement. Il n'y a pas de rachat d'actions, il y a un peu de dilution. Ouais, c'est pas clair en fait pour les rachats d'actions. Ça a un peu baissé, mais ça a un peu remonté par la suite. Donc là-dessus, c'est pas incroyable. Et là, on a Kofi qui nous calcule un rendement de l'actionnaire à 19,94%. Il faudra regarder le détail du calcul parce que ça me semble élevé comme niveau de rendement. Après, on a quand même un dividende, c'est vrai actuel, qui est quand même très très élevé. On n'a pas de rachat d'actions par contre, et la dette est en train d'augmenter. Donc il faudrait voir ce calcul-là. Bon, toujours est-il que quand on est actionnaire de cette entreprise, on peut s'attendre à avoir des dividendes, mais pas forcément à ce niveau-là. Conclusion du dossier. On est quand même donc sur un dossier qui est en train de... le cours est en train de baisser. On a une marge de sécurité sur la valorisation, mais est-ce que c'est parce que on va empiler une année de décroissance encore, ou est-ce qu'on n'a aucune visibilité sur la croissance par rapport aux prochaines années? Ça, c'est à vous de faire le taf en regardant les sous-jacents du marché. On peut tabler sur un dividende qui permettra de faire patienter, pas au niveau actuel, mais il y aura quand même un dividende à mon avis, et voilà, une petite marge de sécurité. Si vous avez aimé cette analyse, mettez un pouce vers le haut, et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.